Bienvenue, vous écoutez Porte Vocale. 19 avril 2000, à Quévert, en Bretagne, il est environ 10h du matin lorsque Laurence Turbec prend son service au McDonald's. Cette jeune femme doit fêter son anniversaire le lendemain. À peine arrivée sur son lieu de travail, elle pousse une porte à l'arrière du restaurant. Une bombe explose. Laurence Turbec, âgée de 28 ans, est tuée sur le coup. Qui l'a tuée et pourquoi personne n'a été condamné spécifiquement pour ce crime ? Dans cet épisode, le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui était en charge de cette affaire, va vous raconter les dessous de l'attentat du McDonald's de Quévert. Comme vous allez le découvrir, les relations entre le monde du renseignement et de la justice sont particulièrement complexes. Je m'appelle Marc Trévidic, actuellement je suis président de chambre à la Cour d'appel de Versailles et plus précisément président de cour d'assises. Je suis magistrat maintenant depuis début 1991, disons que je suis un peu plus connu pour mes activités à l'antiterrorisme. J'ai été au parquet antiterroriste comme procureur de 2000 à avril 2003 et puis à l'instruction antiterroriste de 2006 à fin août 2015. J'ai voulu parler d'une affaire finalement atypique parce que j'aurais pu vous en raconter beaucoup sur des affaires d'islam radical, évidemment. Mais finalement, je me suis dit que pourquoi ne pas raconter ma première affaire de permanence où j'ai eu un attentat. Et il se trouve que c'était un attentat en Bretagne, un attentat que l'on a attribué à l'ARB, l'Armée révolutionnaire bretonne, qui a pris la suite du FLB, qui était plus connu, Front de libération de la Bretagne. Une très triste affaire, puisque Laurence Turbec, une jeune femme, est décédée, et que c'est la première fois qu'on avait une victime, une personne qui décédait dans un attentat autonomiste breton. Mais comme je suis breton, je suis français, hein. Mais bon, je suis moitié breton, moitié basque, j'ai beaucoup d'attaches en Bretagne. C'était assez étonnant que pour ma première permanence, j'ai à me déplacer sur un attentat meurtrier en Bretagne, à Quévert. Quévert, c'est près de Dinan. Hein. Dinan, Dinard, enfin voilà, pas très loin de Saint-Malo également. Et c'était un McDonald's qui était visé. À cette époque, tout de suite, on a pensé que c'était l'ARB, parce que l'ARB, depuis plusieurs années, commettait beaucoup d'attentats avec les mêmes explosifs, et avec une intensification de ces attentats depuis qu'un gros stock avait été volé à Plévin, en septembre 1999, par un commando moitié ARB, moitié ETA. Donc ils avaient des bâtons de dynamite, je parlais clair, à disposition. Et ils avaient un artificier qui faisait plus ou moins bien le travail, puisque sur tous les attentats commis, qui visaient généralement des locaux représentant l'État, enfin si on veut, des perceptions, préfecture, sous-préfecture, palais de justice, ce genre de choses, mais aussi poteaux EDF, enfin parfois ça dérivait un peu, bureau de poste, bon. Ces attentats qui avaient lieu la nuit, en fait on posait un engin explosif face à une façade ou sur les fenêtres d'un bâtiment, et puis ça faisait boum, et ça avait des dégâts matériels, puisque les locaux étaient vides la nuit. Donc c'est des attentats pas faits pour tuer. Mais déjà, à deux reprises, l'engin n'ayant pas explosé, personne n'ayant prévenu les autorités, ça avait failli mal tourner. C'est-à-dire, notamment, des enfants, une fois, avaient trouvé l'engin explosif, l'avaient manipulé, ils auraient vraiment pu se faire exploser. Donc on a tout de suite pensé à l'ARB, d'autant plus que l'ARB, en tout cas le mouvement nationaliste breton, avait dénoncé l'implantation des McDonald's en Bretagne. C'est pas les seuls, comme vous savez, pas mal de gens qui s'en sont pris au McDo. Mais bon, généralement, vous savez, dans le terrorisme, c'est toujours à peu près le même schéma. On avait ça en Corse aussi. Vous avez un discours politique de la vitrine légale. Ça annonce souvent des attentats de la branche armée, si vous voulez, donc méfiance. Donc en étant un peu attentif, voilà, on s'est dit, ça doit être l'ARB. Même si l'ARB, dans un communiqué, va nier avoir commis l'attentat de Quévert. Il faut dire qu'il y avait un mort. Alors, ce message de non-revendication, ils avaient donné une indication très intéressante en disant, on a par contre fait une tentative d'attentat contre un McDo à Pornic, le 14 avril. Ça n'a pas marché. On suppose que la DST a dû prendre nos explosifs pour les mettre à Quévert. On a accusé la DST d'avoir fait ça. En fait, le 14 avril, ça avait marché, ça avait fait boum. Hein. Une explosion un peu ratée, ça avait brisé quelques vitres, mais il y avait bien un petit cratère avec des débris de bâtons de dynamite. Donc, cette non-revendication était assez significative.
puisque ça montrait bien qui ciblait des McDo. Cet attentat ayant eu lieu, c'est pas la dynamite prise par la DST pour la mettre et les accuser faussement de Kever. Bon voilà, c'était du verbiage. Mais c'était un élément intéressant. Alors qu'est-ce qui s'est passé, étant donné qu'évidemment la RB voulait tuer personne. Ce qui s'est passé, c'est que l'artificier avait déjà commis donc à 2 reprises la même erreur. C'était un système de mise à feu assez basique. Vous prenez un réveil, on commençait, il y a l'aiguille des minutes et l'aiguille des heures. Vous plantez un petit clou en bas, par exemple, tout en bas du réveil, et puis vous branchez à l'un des 2 fils électriques, et puis vous branchez l'autre fil à l'aiguille des minutes, et puis quand l'aiguille des minutes va rejoindre en bas le clou, va faire contact, mais là, il se trouve que le fil était trop gros, donc ça ne faisait pas contact bien. Donc ça n'explosait pas, ça allait arriver, s'arrêter juste là sans faire contact. Mais par contre, si quelqu'un manipule après l'engin, ça va faire contact, ça peut faire boum. Et ce qui s'est passé, c'est que l'engin explosif avait été mis à l'arrière du McDo, derrière une porte qui donne sur le local poubelle, en fait. L'endroit où elle mettait les poubelles dehors, en fait, l'employé du McDo. Le matin, elle arrive, elle prend son service, elle ouvre la porte pour aller mettre des choses dans la poubelle, l'engin est derrière, ça actionne l'explosion. C'est puissant, à tel point que son corps a été projeté chez les voisins. Qu'il restait une jambe, parce qu'elle a été sectionnée complètement une jambe, enfin c'était pas beau. Donc on a fait l'autopsie, on a retrouvé les mêmes débris de orange, hein, qui sont l'emballage en fait, des bâtons de dynamite. Ça correspondait tout à fait à l'explosif dérobé à Plévin. Alors ça a été évidemment très, très, très curieux pour moi. Hein. Je n'étais pas venu antiterrorisme en imaginant une seule seconde, et puis personne n'imaginait d'ailleurs, que mon premier décès dans l'antiterrorisme soit une jeune Bretonne, je dirais, qui a été victime avant tout d'un terrorisme, c'est-à-dire Chouchen. Pourquoi j'appelle ça comme ça ? Parce que, en fait, logiquement, les auteurs sont censés rester la nuit et puis téléphoner à la police ou au pompier n'importe qui si ça n'a pas explosé à 3h du matin comme prévu. Sauf que grosso modo, ce que j'ai pu voir des gens qui traînaient dans le dossier, c'est plus des gens aller boire un coup et puis oublier qu'ils ont déposé un engin explosif, quoi. Donc voilà, l'amateurisme qui a coûté la vie de cette jeune femme. Alors, évidemment, c'est du terrorisme, mais c'était avant tout un mouvement qui s'en prenait aux biens et non pas aux personnes. Il faut savoir que la définition française du terrorisme est très large par rapport à certains pays. C'est-à-dire que nous, on peut qualifier de terrorisme, y compris les atteintes aux biens. Bon, il faut faire attention quand même, puisque il ne s'agirait pas que les atteintes aux biens mineurs puissent être qualifiées de terrorisme. Il faut quand même que ça terrorise le terrorisme. Bon, là, on avait un groupe qui faisait traditionnellement que des atteintes aux biens, et donc qui a été choqué lui-même, finalement, par la mort de Laurence Turbec, à tel point que des gens de l'ARB ont appelé à la dissolution de l'ARB, que Denis Rioux, qui était en prison, a indiqué à Gilberti, le juge d'instruction qui a été en charge de ce dossier, la façon de récupérer les explosifs de Plévin, que l'ARB avait encore en sa possession. Il les a restitués. Donc il a restitué tout le stock qui restait. Donc ça a été un désarmement total par l'ARB de son arsenal, et il n'y a plus jamais eu d'attentat autonomiste breton depuis cet attentat qui était du 19 avril 2000. Comment se passe une enquête en matière d'antiterrorisme ? C'est comme en matière criminelle de manière générale, toute enquête sérieuse fait d'abord qu'on se déplace sur les lieux, donc le plus rapidement possible. Avant de partir, on a généralement téléphoné et puis envoyé une réquisition à 2-3 experts dont on va avoir besoin, experts en explosifs, notamment en l'occurrence, prévoir quelqu'un pour l'autopsie, puisque vous avez dit au téléphone qu'il y avait un décès. Et puis après, le choix du service de police a été clair. La division nationale antiterroriste, appuyée par le SRPJ de Rennes. Sur place, il y avait le deuxième de l'APJ qui avait été chef de la DNAT, Roger Marion, qui était là. Roger Marion qui est connu parce que sacrée personnalité, son surnom c'était Eagle Ford. Mais vous l'écrivez comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc j'arrive, il y a Roger Marion qui est là, il y a le patron du CRPJ de Rennes, donc il y a mon expert en explosifs, donc il y a le médecin légiste. On fait déplacer le corps à la morgue pour qu'il y ait l'autopsie. Donc j'ai assisté à l'autopsie, évidemment, qui permet de prendre des prélèvements éventuellement de peau pour la poudre, pour les résidus des bâtons d'explosifs.
Et après, il faut décider ce qu'on fait. Et c'est là qu'il vaut mieux être là. Je sais que dans cette affaire, ça a été un peu chaud. Car, là, il faut comprendre aussi que c'est tout un historique, les relations parquet antiterroriste, service antiterroriste. Roger Marion avait eu en Corse des méthodes un peu... qui ont parfois porté leurs fruits, mais un peu je secoue le cocotier. C'est-à-dire, il y a un attentat, j'interpelle 250 personnes, et puis on voit bien ce qu'on en sort parmi les milieux nationaux. Il avait déjà un peu sa liste pour les... Et donc moi, j'ai eu plusieurs fois Natillac, le procureur de Paris, au téléphone. Moi, je n'étais pas du tout pour ça. Vous voulez une enquête traditionnelle, on n'interpelle pas tout le monde tout de suite, et on va essayer de travailler doucement. Je ne crois pas du tout en matière d'antiterrorisme. On fait une rafle et on espère que les perquises et tout ça vont donner quelque chose. Je ne pense pas que ça marche comme ça. C'est pas ce qui est le plus efficace pour moi. Mais bon, ça peut, de temps en temps, c'est compter sur la chance plutôt que le boulot, si vous voulez. Mais par contre, évidemment, comme il y a eu plusieurs attentats déjà, dans les autres dossiers, on avait des suspects, des gens qui étaient sur écoute téléphonique. Oui. Le terrorisme, c'est pas juste un attentat à un moment donné. Quand il y a un attentat, on a des gens déjà qu'on suspecte d'avoir commis des autres attentats avant avec le même matériel et donc qui sont déjà en partie sous surveillance. Donc il faut voir ce que ça a donné, les filatures, les écoutes, s'il y a des choses qui vont être intéressantes. Et il y a eu certains éléments qui sont ressortis, qui ont permis de faire des rapprochements. Alors, vous savez qu'il y a des choses qui sont faites par les services de renseignement eux-mêmes et qu'on ne peut pas utiliser judiciairement. Il peut y avoir des écoutes administratives, par exemple, pas judiciaires. Et ces choses-là ne peuvent pas légalement être reversées dans un dossier judiciaire. Prenons un exemple. Là, aujourd'hui, il y a la loi sur le renseignement. Avant, il n'y avait pas, c'était complètement illégal. Jusqu'à la loi de 2015. Mais c'est le même problème. La loi sur renseignement va dire un service de renseignement peut mettre un micro dans un plafond ou mettre sur écoute une ligne téléphonique à titre de renseignement. C'est des activités classifiées en plus, les activités de renseignement. Théoriquement, elles sont secrètes. Toutes ces activités de renseignement vont permettre de voir s'il y a un danger potentiel. Et s'il y a un danger, il faut judiciariser en allant voir le parquet pour qu'il ouvre une enquête et fasse cette fois-ci des écoutes judiciaires ou des sonorisations judiciaires qui vaudront comme preuve. Les écoutes administratives, elles, devront être supprimées, c'est-à-dire elles doivent disparaître. C'est-à-dire que, en fait, la loi prévoit qu'on ne garde pas toutes les données qui sont faites administrativement, non contrôlées, non ordonnées par les juges, doivent au contraire disparaître. Alors qu'au judiciaire, au contraire, toute preuve doit pouvoir être gardée, saisie, pour pouvoir, dans le procès, être produite, contestée par les avocats qui vont vouloir écouter les retranscriptions, vérifier que les retranscriptions sont bonnes. C'est deux philosophies complètement séparées. Le renseignement sert à prévenir, détecter une menace, pour après aller vers le judiciaire. Mais de fait, la loi ne permet pas de se servir, de verser directement des écoutes administratives. Pourquoi ? Parce que si jamais on pouvait faire ça, ça voudrait dire qu'on se sert comme preuve de quelque chose qui n'a pas été ordonné par un juge, qui n'a pas été ordonné dans les règles du Code de procédure pénale. Une preuve judiciaire, c'est quelque chose qui a été recueilli selon le Code de procédure pénale en respectant le formalisme du Code de procédure pénale et les garanties offertes par le Code de procédure pénale de protection. C'est pour ça que ces éléments ne peuvent pas être versés. Par contre, ce qui est autorisé à faire pour un service de renseignement, c'est faire un procès verbal de judiciarisation qui va donner ça, qui va mentionner selon nos informations, monsieur Untel, le groupe Untel serait susceptible de préparer un attentat, etc. Donc on ne source pas l'information. Qu'elle soit une écoute téléphonique administrative ou qu'elle soit un indique, une source diverse ou variée, ou un autre service de renseignement étranger. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut judiciariser assez vite, car vous risquez de perdre des preuves potentielles. La réunion, on adore cette expression conspirative, dans un appartement où il y a eu un micro, elle s'est produite une fois, ils ont parlé d'attentat, le service est venu voir le procureur, mais il n'y aura peut-être pas une deuxième réunion. Donc il y a un risque de dépérissement de la preuve. Alors le problème entre judiciaire et renseignement, c'est souvent off. Le service nous dit « Ah, renseignement, on avait ça. » Oui, et ok, t'avais ça, mais moi j'ai rien dans le dossier, donc c'est comme si ça n'existait pas. C'est bien de me le dire, mais ça ne sera pas une preuve, ça ne permettra pas de faire condamner aux assises monsieur Untel. Et il y avait clairement dans le dossier Kever, apparemment des informations, services de renseignement intéressantes, qu'on n'avait pas en procédure. Et donc moi, je ne pouvais pas tenir compte en tant que parquetier, parce que comme j'étais chargé, moi, de suivre ce dossier qui était instruit par Gilles Bertil, à la fin
Quand j'ai commencé à régler le dossier, c'est faire le résumé de tous les éléments du dossier, donc là en l'occurrence il y avait 580 pages à peu près, mais je ne voyais pas d'éléments suffisants contre le principal mis en cause qui était le représentant justement de l'aile politique, Mgane, du mouvement nationaliste breton. Et donc j'avais requis, il était en prison, et j'avais requis le non-lieu pour lui. Gilbert, qui a parfaitement le droit, n'a pas été d'accord avec moi, l'a renvoyé, il a quand même été acquitté, parce que en tant que parquetier, allant à l'audience, je me disais, ça, voilà, s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, s'il n'y a pas suffisamment de preuves, il n'y a pas suffisamment de preuves, peu importe tout ce qu'on vous dit en off, parce qu'au bout du compte, c'est pas sur ça qu'il va être jugé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Qui a concrètement fait cet attentat? Quelle est l'équipe qui, ce soir-là, a fait cet attentat? L'équipe elle-même. Il y avait des éléments de téléphonie, de bornage. Il y avait des bornages qui pouvaient, mais c'était des bornages qui étaient à 20-30 km, donc c'était compliqué. Il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance à l'époque, on est en 2000, c'était pas bardé, etc. Il n'y avait pas des moyens techniques de vraiment, en dehors des bornages, des accrochages de bornes, de moyens plus sophistiqués de géolocalisation vraiment des portables plus précises. Il est possible que les RG, dans les filatures qu'ils ont pu faire, etc., aient eu des éléments non judiciarisés, mais voilà, point. Il est aussi possible qu'ils aient aussi essayé d'enfumer Gilbert en lui disant des choses pas exactes, je sais rien. Cette affaire est passée aux assises, que ce soit première instance ou appel, il y a eu acquittement sur justement la mort de Laurence Turbec, enfin la responsable de la mort de Laurence Turbec, et puis des confirmations de condamnation sur les associations de malfaiteurs. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les gens qui sont interpellés pour l'association de malfaiteurs, des gens qui ont été interpellés pour complicité dans l'attentat, et puis des gens qu'on a suspecté d'avoir commis l'attentat lui-même. Et en fait, aucune des personnes suspectées et renvoyées aux assises pour avoir commis l'attentat n'a été condamnée. Par contre, notamment la personne d'Mgane ont été condamnés pour association de malfaiteurs, puisque on avait regroupé, au bout du compte, en accord avec Gilbert Thiel, une quarantaine d'attentats de l'ARB, de 93 à 2000, avec l'attentat de Kéver, parce qu'il y avait des éléments qui montraient la participation à l'ARB, le fait d'être membre de l'ARB, de pas mal des gens accusés. Ce qui a permis d'avoir une roue de secours et d'avoir des condamnations pour l'association de malfaiteurs, même s'il n'y en a pas eu, pour l'attentat de Kéver, notamment l'artificier, enfin celui qui faisait les engins explosifs, qui avait reconnu d'ailleurs. Et le problème, c'est que c'est pas parce que vous fabriquez un engin explosif que vous pouvez être mis comme complice d'un assassinat, puisque au départ, vous le faites pour des dégâts matériels. L'élément intentionnel doit exister chez le complice aussi. On l'oublie beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a tendance, surtout depuis les attentats de novembre 2015, à un peu poursuivre tout le monde au maximum. On l'a vu avec les mineurs poursuivis dans le procès Samuel Paty. Au début, on leur poursuivait pour compléter l'assassinat parce qu'ils avaient indiqué c'est lui le prof, etc. Mais il faut quand même prouver qu'ils savent, en faisant ça, que l'auteur va tuer. Ce qui n'était pas le cas. Il ne faut pas oublier une infraction pénale, ce que c'est, qu'il y a une rigueur du droit pénal, un élément matériel, c'est le fait que j'aide, par exemple, quelqu'un en disant oui, c'est lui le prof, mais un élément intentionnel, je le fais en sachant qu'il va le tuer. Et ça, généralement, et il y a pas mal dans les dossiers de terrorisme, des gens qui vont prêter leur passeport, leur bagnole, c'est pas pour ça qu'ils savent exactement ce que la personne, avec la voiture, va aller à Paris, va mitrailler une terrasse de café, vous voyez. Si vous volez des armes, et même si vous vendez des armes, on ne peut pas vous reprocher le meurtre qui a été commis avec une arme. C'est ça le droit. Et alors vous pourriez très bien, on pourrait avoir un autre système légal, en disant le trafiquant d'armes, on va lui dire qu'il est responsable de n'importe quel meurtre, assassinat fait avec les armes qu'il vend. C'est pas le droit, c'est pas ça le droit. Moi, quand j'étais à Lille, à un moment donné, je faisais surtout des affaires familiales, mais après l'antiterrorisme, on m'a donné à juger le trafic d'armes de la filière Herman, c'était des gens du Nord, qui rematérialisaient des armes et qui les vendaient. Et j'ai jugé Herman et 8 autres personnes. 5 des armes vendues par Herman ont atterri dans les mains de Koulibaly, qui sont des serviers hyper-cachers. Il n'a pas été poursuivi en terrorisme, il n'a pas été poursuivi pour complicité d'assassinat. Il a été poursuivi pour trafic d'armes. Oui, parce qu'il n'y a pas l'élément intentionnel. Ils vendent des armes, ils se foutent de savoir ce que les gens vont en faire. D'accord ? Donc c'est grave. Mais il n'y a pas l'élément intentionnel de tuer telle ou telle personne. C'est le droit pénal.
Il y a parfois des éléments très intéressants que vous savez, vous connaissez, mais que vous ne pourrez jamais utiliser pour 2 raisons. Le service de renseignement, prenons la DGSI aujourd'hui, qui est un service de renseignement, mais qui a une casquette judiciaire. Donc, à une commission rogatoire dans un dossier islamiste, par exemple, bon, il va me dire « Ah, on a des renseignements très très intéressants d'un service de renseignement étranger, extérieur. Mais ce service nous a interdit de le judiciariser. Il ne veut pas que ça soit public, que ce soit dans un dossier. » Ben, je dis « Oui, mais qu'est-ce que je fasse, du coup ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on ne va pas déclassifier ces informations. Il faut savoir que l'activité d'un service de renseignement est classifiée. Confidentiel défense, secret défense, etc. Donc, faut que ça soit volontairement déclassifié par le service, ou alors, c'est pas le service qui veut, mais le juge lui-même qui fasse une requête en déclassification. Il faut faire une requête qui sera acceptée ou pas, qui est adressée au ministère de tutelle, il y a une commission qui donne un avis, enfin, c'est très lourd. Mais bon. Et pourquoi? Parce que imaginez un service étranger là qui veut bosser qu'en renseignement, qui veut bien donner des renseignements au service français, mais qui par culture presque ne veut pas que, parce que chez eux c'est jamais public, mais nous notre procédure pénale elle est publique. Quand ça va à l'audience, ces éléments ils y sont. Elle veut pas que ça soit hors du public. Et elle dit au service français, je vous donne cette information, mais vous le dites pas à votre juge. Vous imaginez la problématique? C'est-à-dire que le service français, la DGSI, le patron, il est le cul entre 2 chaises. Il y a une loyauté vis-à-vis du juge qui lui a donné une commission rogatoire. Et d'un autre côté, il a sa logique de service de renseignement. C'est le code non écrit du renseignement. Si le service qui donne l'information ne veut pas qu'elle soit publique, elle ne peut pas l'être. Parce que sinon, nous n'en donnerons plus. Nous n'aurons pas confiance. Donc, oui, c'est des logiques qui s'affrontent, qui sont très compliquées. Donc, on discute. Si on est intelligent, on arrive à discuter, essayer de trouver des solutions. Et moi-même, discuter directement avec le service qui ne veut pas donner pour essayer de voir quelle garantie je peux donner. Mais c'est effectivement très, très compliqué. Je sais qu'avec Eutler, il y avait eu ce souci. À un moment donné, on avait réussi à récupérer une clé de cryptage, parce qu'ils cryptaient tous leurs trucs sur leur ordinateur. Ils étaient très doués. Et le moyen en renseignement avait été trouvé de décoder, de décrypter. Sauf que si vous en servez dans une instruction, vous montrez à la personne en face de vous qu'on a trouvé comment décrypter. Et donc, ils vont changer la façon de crypter. Par définition, vous n'allez pas pouvoir vous en servir à l'instruction parce qu'il va savoir. Et il vaut mieux le garder en renseignement pour avoir des informations sans qu'eux sachent que c'est plus sûr pour eux. Évidemment, Kéver, c'est un exemple, hein, mais c'est un exemple qui montre simplement la difficulté du passage. Tous ces gens qui sont connus, qui sont suivis en renseignement, les renseignements apprennent des choses, mais après, en judiciaire, il faut des preuves, il faut démontrer. Heureusement, parce qu'on est une démocratie, parce qu'imaginez qu'on dise le contraire. Comment on aurait confiance? Un service de renseignement, il dépend du pouvoir exécutif, hein, il peut être aux ordres aussi. Hein. Faut pas oublier que l'État français, que ce soit contre les Corses, contre les Basques, contre les Bretons à l'époque, terrorisme intérieur, ils ont des logiques sécuritaires qui sont pas forcément celles de la justice. Hein. Faut quand même se méfier un tout petit peu quand on est juge. Si vous vous méfiez pas, si vous demandez pas le respect d'une procédure, qu'on vous amène des preuves, faites pas au bout du juge. Il suffit qu'un service de renseignement vous dise c'est comme ça, c'est ça la vérité, puis pouf, terminé. C'est des dérives qu'on connaît que lors des états d'urgence. Hein. Ces perquisitions administratives pendant l'état d'urgence en 2015, sur des notes blanches de la DGSI, celui-là il est en contact avec radicalisé sans aucun élément. Voilà, ça va peut-être pendant l'état d'urgence, mais en temps normal, il faut quelque chose d'un peu plus solide. C'est une question de contrôle. Vous ne pouvez pas avoir une société où ce que dit un service de renseignement est nécessairement vrai. Ça n'a pas de sens. C'est une dérive possible totale dans ce cas-là. Parce que un service de renseignement ne travaille pas sous les ordres de la justice, il travaille sous les ordres du pouvoir exécutif. Donc, à partir de là, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Quand des raisons politiques, des raisons diverses ou variées peuvent inciter le pouvoir politique à essayer d'enfumer la justice. Excusez-moi, mais j'ai une grande expérience du domaine. Je vous rappelle quand même que certains attentats des années 80, où on avait dit à grand renfort de pub que c'était l'extrême droite, c'était des groupes palestiniens, sauf qu'il ne fallait pas que ça se sache. Et c'est bien plus tard qu'on s'en est rendu compte. Copernic, rue des Rosiers, des choses comme ça. Je veux dire, maintenant c'est sur la place publique, c'est connu. C'est-à-dire qu'alors même qu'on disait partout c'est l'extrême droite, qu'on faisait 150 perquisitions dans les milieux d'extrême droite, on négociait déjà avec le groupe Nidal dès le lendemain de la rue des Rosiers, quoi. Donc le service de renseignement savait parfaitement qui c'était, ça n'empêchait pas de donner des informations, que l'État donne des informations contraires. C'est de la politique.
Alors les services de renseignement extérieurs, traditionnellement, dépendent du ministère de la Défense. Les services de renseignement intérieur dépendent du ministère de l'Intérieur. Mais quand l'affaire devient très politique, ça dépend de l'Élysée, grosso modo. Et puis parfois, il y a des phénomènes complètement de barbouze, comme la cellule de l'Élysée à l'époque de Mitterrand, où on crée un truc qui est même en dehors des services de renseignement officiels. Donc ce sont des services qui dépendent uniquement du pouvoir exécutif. Il se trouve que la DGSI a la double casquette, ce qui fait qu'ils sont aussi habilités police judiciaire et qu'ils ont un département judiciaire, en plus du département renseignement, qui est beaucoup plus petit, qu'on peut saisir sur commission rogatoire et qui travaille avec nous. Mais le département renseignement, leur activité est classifiée, donc elle n'est pas disponible pour le juge, sauf des classifications. Et les rapports classifiés sont adressés à leur hiérarchie, leur ministre. Un service de renseignement ne fait pas une activité de police judiciaire. Il récolte des informations de différentes natures. Alors, les RG, avant, maintenant, la DGSI, quand c'est à l'intérieur, ça peut être sur une manif qui se prépare, profil de tel syndicaliste, de tel politique, tout et n'importe quoi. Et tout ça, ça ne concerne pas la justice du tout. Il n'y a pas d'infraction pénale particulière, rien. Quand un service de renseignement travaille en matière d'antiterrorisme, de contre-terrorisme, c'est pour surveiller des milieux qui peuvent être enclins à faire du terrorisme, à surveiller des milieux salafistes, et puis il y en a plein qui sont radicalisés, qui ne font rien du tout, et puis de temps en temps, du coup, cette surveillance peut les intriguer et leur amener à tomber sur quelque chose qui pourrait être une infraction pénale, et là, ils ont l'obligation normalement d'aller voir le procureur. Non, il ne faut pas tout le temps, c'est clair. Là aussi, il reste à savoir à ce moment-là les stratégies. Est-ce que c'est intéressant ou pas de judiciariser ou pas? C'est très compliqué. La matière du terrorisme est politique. C'est-à-dire que pour des raisons politiques, on peut s'asseoir sur la vérité. Or, nous, c'est l'inverse. Donc c'est parce que c'est politique qu'il faut surtout qu'il y ait des juges. Pour compenser cet aspect naturellement politique. Il y a par exemple des attentats terroristes qui n'ont jamais été judiciarisés. Au Liban, en 82-83, l'ambassadeur de France est tué, jamais judiciarisé. Les Mouettes du Tibérine, aucune enquête ouverte par le parquet en 96. Aucune enquête. Interdiction d'ouvrir une enquête judiciaire. Il faudra qu'il y ait une plainte d'inconstitution de partie civile 3-4 ans plus tard, du père Veilleux et puis d'une des familles, pour qu'il y ait un juge d'instruction saisie. Le parquet lui-même, 7 Français enlevés et tués, pas d'enquête. Vous voyez ? Ah, mais parce qu'ils étaient hors de question de faire une enquête de quelque chose qui était très politique et qui sentait la merde. C'est politique, l'antiterrorisme. L'exemple le plus flagrant que j'ai connu, c'est qu'on avait l'État français avait des très très bons rapports avec les opposants iraniens, donc Lampi, Mariam Rajavi, etc., qui étaient à Auvers-sur-Oise, puisque la DST leur demandait pas mal de renseignements sur ce qui se passait en Iran. Ils avaient tous à titre de réfugiés. Et puis en 2001-2002, on se rapproche de l'Iran, on signe des contrats, et ils deviennent des terroristes. Et on ouvre une instruction, et Jean-Louis Bruguière les arrête tous, pour les attentats qu'ils commettent en Iran. Les gens ont une vue de ce qu'est le terrorisme qui est complètement déviée à cause de ce qui s'est passé avec l'État islamique. D'abord parce que pour eux, le terrorisme égale l'islam radical, point, maintenant c'est fini. Non, l'histoire du terrorisme est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'empilement des lois d'exception, car si dans 10-15 ans, on peut poursuivre n'importe qui pour terrorisme et utiliser des moyens extraordinaires d'enquête ou autres, eh ben on peut avoir un État qui ne sera plus vraiment démocratique, qui décidera que tel ou tel groupe d'opposition, les gilets jaunes, c'est des terroristes. Allez, on va utiliser la législation antiterroriste. Pourquoi pas? Ouais. Quand vous entendez Poutine dire les Ukrainiens c'est des terroristes quand ils envoient un missile, nous on croit en démocratie qu'on y sera toute notre vie. C'est strictement rien. Je dis simplement qu'il faut protéger, il ne faut pas avoir des lois trop d'exception, des systèmes trop exceptionnels en matière de terrorisme, parce qu'on ne sait pas contre qui ça va être utilisé dans 10, 15 ans. Elle ne disparaît jamais, cette loi, elle reste. Il doit y avoir un contrôle par le judiciaire. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. C'est un truc qu'on a complètement oublié en France. C'est pas qu'un service de renseignement va vous mentir, mais si son supérieur hiérarchique vous dit de vous mentir, il va vous mentir. Et au nom de la raison d'État, au nom de tout ce qu'on voudra, enfin, la bon dos. Regardez Gilberti. Il a, pour des années, il a lutté contre le terrorisme corse. Mais il n'y a qu'à lui demander. Il a passé son temps à être confronté aux variations politiques. Ah, on est en janvier, c'est des grands méchants.
Ah, on est en juillet? Non, allez, on négocie là avec les Corses, donc on va faire une grande cérémonie, ils vont tous venir avec leur calache et on va faire la paix. Non, mais je veux dire, c'est vrai, on poursuit plus selon les négociations, etc. Et au nom de la raison d'État, mais il n'y a aucune logique dans ce qu'ils faisaient sur le terrorisme corse, l'État. On a une définition du terrorisme, on est censé ne pas se faire manipuler et qualifier de terrorisme qui doit être qualifié de terrorisme, ne pas qualifier de terrorisme qui n'est pas qualifiable de terrorisme, analyser les preuves sans pression. S'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez. Même si l'opinion publique est vent debout parce qu'il y a eu un attentat, etc., ça n'excuse pas le fait de mettre n'importe qui en prison. C'est ça le rôle d'un juge. Si vous avez un attentat, allez, on est 13 novembre 2015, on vous arrête des gens, on vous les balance devant vous. Vous lisez, il y en a un là, il n'y a aucun élément contre lui. Il faut avoir le courage de mettre dehors, parce que sinon vous ne servez à rien. Vous n'êtes pas là d'une caisse enregistreuse, si vous voulez. Hein, même si l'opinion publique est vent debout, etc., il faut faire une analyse sereine. C'est le boulot très dur, mais très honorable d'un juge. C'est ça le truc. C'est logique de subir la pression, d'avoir ces problèmes-là, mais la loi vous demande justement d'être étanche à ça, quoi. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors là, ça c'est clair. Être un bon juge, c'est quelqu'un qui est capable de dire non. Béni oui, mais n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Vous l'entendez tout le temps, vous l'entendez souvent. Oh, mais on s'en moque, c'est juge, c'est preuve, etc. Vous demandez de prouver que quelqu'un a commis un crime et on vous dit que c'est du laxisme de vouloir prouver. Et on vous dit, mais non, mais ça serait mieux des mesures administratives avec des centres de rétention, comme ça on n'a pas besoin de preuves et pas besoin de juge. Ouais, très bien, on dit. Sauf que c'est plus la France, c'est bon. C'est sûr que c'est plus compliqué d'avoir des preuves. Oui, ça peut laisser des coupables en liberté, c'est sûr, le régime de procédure pénale, etc. Mais on a moins de risques d'avoir des innocents en prison en essayant d'avoir quelque chose d'un peu consistant. L'attentat de Kéver, finalement, c'est du terrorisme finalement de bas étage et c'est du terrorisme bête, c'est de la bêtise, quoi. Enfin, du non-professionnalisme et de la bêtise. Voilà, ça montre que de toute façon, il ne faut pas se servir de moyens dangereux pour autrui pour exprimer ses opinions. Que même quand on ne veut pas tuer, on peut tuer, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, avec le recul, et ce qui permet de dire qu'il y a d'autres moyens que le terrorisme, en tout cas si on veut arriver à faire survivre une culture, c'est que la culture bretonne, elle se porte très bien, que depuis que la RB fait plus d'attentats, il y a une revendication culturelle qui a porté ses fruits. On voit, il y a qu'à aller en Bretagne en vacances pour voir les défilés, les fest-noz, etc. Il y a plein de tourisme, ça s'est beaucoup ouvert au contraire. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, l'identité bretonne est bien affirmée, sans qu'il y ait besoin du tout de mettre une bombe par-ci par-là. Donc il y a évidemment des moyens pour sauvegarder une culture. Le cinéma, le théâtre, l'écriture, les concerts, la musique, enfin, tout ce qui fait la culture. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Porte Vocale. Pour ne rater aucun épisode de Porte Vocale, rendez-vous sur les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet portevocale.fr. À bientôt!